petit studio indépendant. Enfin, pas si petit maintenant, on est une dizaine de personnes, mais on a commencé en 2016 à deux, moi et mon partenaire Thierry Bourra, qui est un ami d'enfance, avec qui on a décidé de se lancer dans l'aventure du développement de jeux indés. On est tous les deux originaires de Nouvelle-Calédonie, une petite île au milieu du Pacifique, et on s'est installé à Bordeaux en 2014, et on a commencé à développer notre premier jeu qui s'appelle Fossil Echo, qui est sorti en 2016, et ça a été un petit peu le début du studio AOSL. Tout le développement de Fossil Echo, notre premier jeu, c'était vraiment très garage, très indé, donc sans budget, dans un fond de bureau qu'on sous-louait à une boîte. Donc c'était vraiment un petit peu la débrouille, mais ça nous a fait vraiment tomber amoureux avec le développement de jeux et l'aventure de monter un studio. Après ça, une fois qu'on a sorti Fossil Echo, qui était un jeu dont je suis encore très fier et que j'aime beaucoup, mais qui n'a pas rencontré un public énorme et qui a ses défauts, voilà, c'était un premier jet, c'était un peu une façon pour nous de se prouver qu'on pouvait sortir un projet complet et le commercialiser. Après ça, on s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a encore la niaque et la passion de vouloir faire des jeux, mais on a envie de se lancer dans un truc plus ambitieux et plus proche de nos aspirations de base, parce que Fossil Echo, c'était un platformer 2D, parce qu'on était un petit peu à l'étroit en fait à deux, et on pouvait pas prétendre à quelque chose de beaucoup plus ambitieux, mais en fait au fond de nous, on avait envie de faire un open world, on avait envie de faire un jeu en 3D, mais on se rendait bien compte qu'on pourrait pas le faire à deux. On a travaillé sur un prototype pendant plusieurs mois, et ensuite on est allé le pitcher à différents éditeurs. Et on a fini par trouver Kowloon Nights, qui est un éditeur qui a été monté par un Français qui est un petit peu basé partout dans le monde, qui a vraiment flashé sur le projet, et ça nous a permis d'avoir du financement et de commencer à monter une équipe tout début 2019. Et on est rapidement monté à une dizaine de personnes, un petit peu moins au début, mais on a fini vers 10 personnes sur la fin de la prod. Et ça nous a permis de faire Chia avec toute l'ambition qu'on avait au départ. Chia, la base, le concept de base, était beaucoup moins ambitieux que ce que le jeu a fini par devenir. On avait pitché une aventure un petit peu légère, relativement courte, très très axée sur l'exploration, avec pas une emphase très forte sur la narration, un monde un petit peu léger, coloré, mais voilà, on ne partait pas sur quelque chose de très très généreux, on va dire. C'était vraiment un jeu un petit peu condensé. Et au final, en commençant à développer le projet, en rentrant en production active, on s'est rendu compte que le terreau qu'on avait avec Chia, il était vraiment fertile et qu'en fait le jeu méritait plus. Et donc on s'est autorisé à bumper le scope en fait du projet, à rajouter beaucoup de choses, à plonger dans une narration beaucoup plus travaillée, à rajouter beaucoup de mécaniques, faire de l'open world qui était très basé sur l'exploration, quelque chose de très bac à sable, de très physique, de très tactile, avec beaucoup d'interactions, avec beaucoup de mini-jeux, des choses comme ça. Donc le jeu a vraiment pris un scope au fil du développement, et Chia c'est devenu un petit peu la version idéalisée de ce qu'on avait en tête au début, mais qu'on pensait pas vraiment possible. Et en fait, le fait d'avoir pu grossir une équipe et d'avoir eu le soutien financier, mais aussi en publishing et en marketing pour faire le jeu qu'on avait envie de faire, ça nous avait permis vraiment d'aller au fond de notre vision pour ce projet. Donc oui, moi j'aurais jamais imaginé que Chia pourrait être un jeu aussi gros et aussi ambitieux quand on s'est lancé en 2016. Chia, le cœur du jeu, je pense qu'il y a deux piliers centraux. C'est un gameplay très bac à sable, très physique, qui rappelle un peu une boîte à jouer où on a envie de toucher à tout et tout réagit. Et le deuxième pilier, c'est effectivement ce rapport à la culture calédonienne et le fait que tout dans le jeu soit intensément inspiré et imbibé de cette culture-là dans tous ses aspects. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est que on a pris la culture calédonienne, qui est notre la culture dans laquelle on a grandi, comme un prisme en fait au travers duquel on regardait toutes les décisions de design et au travers duquel on transformé et on modelé un petit peu tous les choix qu'on a fait pour le jeu. Par exemple, quand on a designé la mécanique de soul jumping qui permet à Chia de contrôler des choses, ça a été toujours en réflexion par rapport au folklore calédonien, qui est très souvent intimement lié à des personnages anthropomorphiques, des animaux qui parlent, des humains qui se transforment en animaux et inversement. Et du coup, thématiquement, c'est comme ça qu'on a lié un petit peu nos mécaniques à la culture locale. Et après, dans la construction de notre monde, on a recréé des lieux emblématiques qu'on a un petit peu parfois tournés à notre sauce, mais qui sont quand même très très reconnaissables. Tout le jeu est doublé en langue locale, donc français et djéo, qui est une langue vernaculaire kanak. Les musiques sont très très inspirées des sonorités locales. Elles ont été chantées par des chorales et des chanteurs locaux. Toute la BO est aussi très infusée d'instruments locaux traditionnels. Et après, ça va jusqu'aux tout petits détails. Par exemple, dans le jeu, à chaque fois qu'il y a de la nourriture, et c'est des plats locaux traditionnels, des choses comme ça. Donc c'est le squelette du jeu, mais c'est aussi saupoudré dans plein de petits endroits. Et en fait, on a essayé de créer un univers
fantastique, mais très infusé de cette culture qui nous est chère. On trouvait que c'était important de travailler avec des artistes et des techniciens locaux parce qu'on s'inspirait de cette culture, mais on n'y était plus basé, nous, physiquement. Mais on voulait quand même avoir un lien direct avec les créatifs sur le territoire, en fait. Donc, tous les acteurs sont calédoniens. Et en fait, ça paraît simple dit comme ça, mais en fait, en Calédonie, il n'y a pas vraiment de scène de groupe d'acteurs où il y a quelques personnes qui font du théâtre, des choses comme ça, mais c'est quand même très restreint. Donc, en fait, on a été obligé de faire du casting sauvage et d'aller rencontrer des gens un petit peu partout, des connaissances, de copains, de cousins, et des choses comme ça. Surtout que on avait des dialogues en Jéhu, donc c'est encore plus restreint en termes de panel de comédiens. Donc ça a été une grosse aventure humaine d'y aller. On y était en 2019 et en fait c'était beaucoup de rencontres, beaucoup de partages avec les gens pour trouver les personnes qui comprenaient ce qu'on voulait faire et qui partageaient un peu cette passion pour transmettre la culture du pays. Donc on a trouvé des gens incroyables qui avaient jamais parlé devant un micro et qui en fait ont réussi à habiter les personnages de façon incroyable, et surtout que certains ont aussi des chansons. Les personnages du jeu ont des chansons, donc c'est des gens qui ont prêté leur voix non seulement à du dialogue mais aussi à de la chanson, et en fait ça donne un résultat qui, je trouve, est très authentique et très réel et très ancré. Et en fait c'est assez incroyable, je trouve, ce que les gens ont pu faire avec leur voix sans avoir forcément d'expérience en VO. Et après, en ce qui concerne la musique globale, l'OST du jeu, en fait, on l'a composé avec notre compositeur avec qui on a une super relation, qui s'appelle John Robert Matz, qui avait déjà travaillé sur Fossil Echo, qui lui est basé aux États-Unis. En fait, il a composé une musique orchestrale, un petit peu traditionnelle, donc des mélodies. Et nous, on a pris ces mélodies-là, on a pris ces partitions et on les a emmenées en Calédonie et on les a fait réinterpréter par des artistes locaux, donc des chorales et des chanteurs qui ont rajouté du chant polyphonique mélanésien par-dessus, des mélodies, des sonorités très, très locales et très typiques, et qui ont un petit peu réinventé comme ça la structure de ces chansons plus traditionnelles. Et on a aussi rajouté beaucoup d'instruments et de sonorités locales qui font qu'on a une OST qui est un hybride entre de l'orchestral, en fait, un petit peu auquel on peut s'attendre, avec une couche de traditionnel par-dessus qui, je pense, donne un résultat qui est accessible, mais à la fois hyper frais, hyper original, et je pense qu'il lui donne une âme qui est vraiment chouette. C'était après, alors 2019, c'était vraiment focus sur la prise de voix de comédiens et de chant. Et après, on y est retourné en 2022 avec toute l'équipe cette fois pour vraiment faire se rencontrer en fait les acteurs locaux qui ont travaillé sur le projet, les techniciens, les comédiens et tout ça, et l'équipe de développement qui n'étaient pas tous calédoniens, et certains n'y étaient jamais allés. La plupart n'y étaient jamais allés d'ailleurs. On leur a fait découvrir les lieux emblématiques qu'on a recréés dans le jeu, on leur a fait rencontrer les acteurs qui ont prêté leur voix et tout ça, et en fait les mettre en immersion dans cette culture-là qu'on leur avait transmis en fait pas par nous, notre amour du pays, mais qu'ils n'avaient pas eu l'occasion d'en faire l'expérience eux-mêmes. Et du coup, c'était important pour nous, avant la sortie du jeu et sur la dernière ligne droite où on pouvait faire les derniers changements et les derniers petits ajustements pour être le plus fidèle possible, de vraiment mettre toute l'équipe en immersion dans le pays. Donc ça a été 2 semaines assez incroyables émotionnellement, où tout le monde a pris la mesure en fait que ce qu'on était en train de faire, il y avait un aspect culturel et humain qui était assez intense, et oui, c'était un des gros points forts de la production. Pour moi, le trip sur l'île de Lifou, qui est une des îles Loyauté, une des petites îles qui entourent la Grande Terre en Nouvelle-Calédonie, et dont vient la langue Jéhu qui est parlée dans le jeu. Ce séjour sur l'île de Lifou, on a été accompagné par Thomas Jack, qui est notre traducteur, qui nous a aidé sur les traductions du jeu, qui nous a aidé en tant que consultant culturel, et aussi qui joue un personnage, le personnage de Che dans le jeu, qui prête sa voix et qui chante plusieurs chansons. Et en fait, il nous a accueillis à Lifou, chez lui, dans sa maison. On a dormi dans la case traditionnelle qu'il a construite lui quand il était adolescent, et il nous a emmenés dans la forêt locale, et il nous a parlé des plantes, il nous a parlé des légendes, il nous a parlé du folklore. Et je me rappelle d'un moment où on était sur la plage, on venait de plonger, de voir les magnifiques récifs complètement inaccessibles sur une plage complètement déserte. Et il nous a chanté a cappella une chanson du jeu qu'il avait chantée il y a 2 ans de ça, et qu'il connaissait encore par cœur, et il nous l'a chanté à toute l'équipe sur la plage. Et c'était un moment assez fort de voir que en fait, les gens qui ont travaillé sur le jeu, ils ont pas simplement oublié leur ligne après être sortis de la salle d'enregistrement, mais en fait, j'ai l'impression qu'on a réussi à faire quelque chose où les gens qui ont pu mettre les mains sur le projet se sont vraiment appropriés et tout ça. Donc ça, c'était un moment assez puissant que je pense toute l'équipe a noté comme émotionnellement fort.
Ce dont je suis le plus fier, il y a plein de choses dans le jeu lui-même dont je suis super fier. Je trouve qu'on a fait des choix qui sont intéressants sur plein de mécaniques. Mais au final, je pense que si je dois en sortir quelque chose, j'ai beaucoup de fierté dans la façon dont on a été capable de construire une équipe en fait sur l'aspect humain. Ça n'a pas toujours été facile en termes de production, en termes de planning et tout ça. C'était des gros challenges. C'était la première fois qu'on faisait un jeu avec une équipe et pas juste entre copains. Donc ça a été du challenge, mais au final, quand je regarde en arrière, je me rends compte qu'on a eu zéro turnover, c'est-à-dire que tous les gens qui nous ont rejoints au tout début du projet sont restés pour shipper avec nous. Ils sont restés hyper attachés au projet, n'ont pas eu de doute sur ce qu'on faisait. Donc ça, c'est une grosse fierté pour moi d'avoir su galvaniser un petit peu une équipe et créer un lien super fort autour d'un projet comme ça. Même si le jeu lui-même, le produit final est vraiment chouette et je pense que c'est un jeu vraiment chouette. Je pense que l'aspect humain sera toujours très fort pour moi. Et en termes de regrets, je pense que c'est du petit détail, c'est du polish. C'est qu'en fait, le jeu est jamais vraiment fini. C'est qu'en fait, il y a des mécaniques qui sont pas assez intuitives. Il y a des choses que le joueur va pas forcément comprendre au premier abord. Et en fait, toutes ces petites choses-là font que le flow du jeu peut être impacté. Et en fait, je sais pas mettre le doigt sur un gros problème. C'est plein de problèmes plus ou moins gros qui font que le jeu brille pas aussi intensément qu'il pourrait. Mais je pense que ça, c'est le lot de n'importe quel projet. Au final, on ship quelque chose et on voit toujours là où ça pourrait être mieux et j'essaye de me focaliser sur les choses qu'on a bien faites et de faire mieux pour la suite. Mais globalement, je pense que j'ai plus de fierté que de regrets, donc ça c'est une bonne chose. Je trouve que c'est assez miraculeux que n'importe quel jeu soit shippé, honnêtement. Le nôtre en premier, quand je regarde le début de l'aventure, je me dis que j'arrive pas trop à comprendre comment on pouvait y croire. Donc je sais pas si je suis hyper bien placé pour donner des conseils finaux et des vérités en fait que je n'ai pas, mais il y a deux choses. Pour moi, il y a l'aspect technique qui peut vraiment rendre un projet compliqué. En fait, je pense que c'est souvent l'aspect technique qui bloque. En fait, c'est que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est difficile techniquement de shipper un jeu, de faire un jeu qui marche, de faire un jeu qui tourne. Donc, je conseillerais un peu pragmatiquement de penser à optimiser au tout début, de build le projet sur des dev kits de console si vous pensez sortir sur console, de penser au challenge technique en fait et pas se focaliser sur l'artistique et les rêves et les envies. Je pense que c'est hyper important parce que ça peut vraiment faire un retour de flamme qui peut vraiment tuer un projet. Et après de façon un petit peu plus créative, quelqu'un qui voudrait se lancer aujourd'hui, moi j'ai envie de... Je sais que moi, ce que j'ai envie de voir aujourd'hui, c'est des projets un peu plus humains, c'est des projets qui parlent de leurs créateurs. En fait, j'ai envie que les gens y mettent un peu d'eux-mêmes dans leur jeu. J'ai envie que les gens y mettent un petit peu de leur histoire dans les histoires qu'ils racontent justement. Ce qui veut pas dire que les gens ont pas le droit de faire des space shooters et des jeux de voiture, c'est hyper chouette, mais est-ce qu'il y a un angle pour mettre un peu d'humain là-dedans et raconter une histoire et infuser ça de culture ou d'émotions ou de choses qui vont nous toucher un petit peu plus profondément que juste le plaisir d'avoir une manette en main. C'est ce que je recherche et je pense que c'est ce qui peut faire la différence sur certains projets aussi. Donc voilà, d'aller gratter un petit peu, je pense que c'est toujours bien.